Parce qu'il y a des retardataires, donc normalement on aurait dû démarrer. C'est un casse-tête parce qu'il y a plus de monde que de place. Donc c'est pour ça que c'était un peu compliqué à gérer, même avec les billets électroniques. Donc bienvenue à cette conférence que Isabelle David va animer. Donc c'est quelqu'un qui vient du Canada. Mais avant, je vais me présenter, je m'appelle Nadia Lo. J'exerce comme psychologue en cabinet libéral. Et donc, j'ai travaillé longtemps au service social. Et j'ai connu Isabelle en 2016. C'est ça, 2016 lors d'une formation en ligne. Et ce qui est intéressant chez Isabelle, c'est qu'elle donne des formations très pratiques. C'est-à-dire que c'est pas que théorique, c'est hyper pratique. Donc ça, c'est l'avantage. Et elle a un côté très pédagogique. Elle explique les choses très simplement. Elle arrive à bien vulgariser et à faire comprendre des notions qui ne sont pas toujours faciles. Hein. La dernière fois, on a eu une conférence sur la vie après la mort. Ce pas des sujets très, très évidents. Aujourd'hui, ce n'est pas un sujet très évident non plus. Hein. Régresser dans des vies antérieures. Mais pourquoi faire? À quoi ça sert de faire ça? Vous devez vous poser ces questions. En tout cas, elle va y répondre. Okay? Donc, je la fais venir pour la 3e fois. Et elle va nous présenter ce sujet-là. Je remercie toutes les personnes qui ont donné un coup de main pour les formations et les conférences. Elle va donner une dernière conférence, une dernière formation ce week-end, mais désolée, c'est déjà sold out. Donc, vous ne pourrez pas vous inscrire. Mais elle va de toute façon vous donner beaucoup d'éléments. Et puis, elle a mis en place des formations en ligne qui sont très bien faites. Hein. Donc, il y a aussi cette possibilité-là. Mais c'est sûr que ce n'est pas pareil d'être en présentiel avec elle, avec un groupe qui stimule et qui soutient un peu qui se soutient les uns ou les autres. Voilà. En tout cas, je suis fière de vous présenter Isabelle David, qui vient du Canada et qui a une école de PNL, qui est spécialisée en PNL et en hypnose, et qui a inventé aussi la méthode EMA-EMOS, c'est-à-dire le mouvement des yeux, bien avant le MDR, et aussi qui a mis en place la formation Aura-Vision, qui sont des lectures d'aura, et elle nous amène pas à pas à aller, en tout cas, trouver des informations très subtiles. On a toutes ces capacités-là, seulement il faut s'entraîner, il faut s'y intéresser et le développer. Et Isabelle sait très très bien le faire. Donc je vous présente Isabelle David. Merci Nadia. Bonsoir à vous tous, c'est merveilleux d'être à Tahiti ce soir, en plus à guichet fermé. C'est incroyable, mais c'est vrai, pour une thématique comme ça, comme quoi ça intéresse vraiment les gens. Si jamais vous remarquez, il y a une caméra, donc Nadia est près de la caméra. Sachez que la caméra est tournée vers moi, donc on ne vous voit pas du tout. Et c'est parce qu'on enregistre la caméra, parce qu'elle sera éventuellement diffusée sur l'Internet. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle est là. On aura une période de questions, un petit peu plus vers la fin, et vous aurez des micros qui vont circuler, il y a des personnes qui vont circuler. Sachez qu'on entendra ce que vous dites, mais qu'on ne vous verra pas à la caméra, mais on vous entendra. Donc ce que je vous demande, c'est de ne pas nommer de nom si c'est possible, pour garder la confidentialité des personnes. Bon, si vous nommez une personne, c'est pas bien grave, mais juste pour éviter que le nom se retrouve par la suite enregistré. Et si vous ne voulez pas que ce que vous dites soit enregistré, ne posez pas de questions devant le groupe, venez voir en privé à la fin. À la fin de la conférence, je vais être là aussi pour répondre à des questions. Et à la fin de la conférence, je vais vous inviter à quitter la salle parce qu'on doit libérer et je répondrai à vos questions aussi à l'extérieur pour les personnes qui en ont tout à l'heure. Donc, sujet hot. Bon, il fait chaud chez vous, on a bien compris, le sujet va avec la chaleur, la température qu'on a ici. Je suis tellement contente d'être avec vous ce soir, plusieurs d'entre vous que je connais, d'autres que je ne connais pas. Et je vais faire un petit coucou spécial à Ta et sa famille. Oui, juste là. Ta-da!
Il ne le sait pas encore, mais je vais lui poser quelques questions. Et si vous en voulez, moi, il ne sait pas encore. Hein? Il y a quelques jours, on a fait une journée culturelle. Et donc, on a eu la chance avec un groupe d'ici, avec un groupe d'aura visionnaires, donc de personnes qui ont fait la formation d'aura vision, de faire une belle rencontre culturelle avec certaines personnes qui se retrouvent ici en avant. Et j'ai appris des choses que je ne savais pas. Ça, c'est toujours magnifique d'apprendre des choses. Et j'ai la personne parfaite que Nadia va pouvoir passer le micro dans un instant pour nous expliquer. Là, je vais lui faire le petit coup qu'il m'a fait dernièrement en peu de temps. Et la vie est un retour. Mais vous expliquez, il y a deux choses importantes, parce que dans la tradition locale, l'hypnose existe depuis très longtemps. Et vous n'êtes peut-être pas au courant, donc j'aimerais ça qu'on vous l'explique. Et j'ai appris aussi, entre autres, que quand on dit nana, ben, ça ne veut pas juste dire bonjour ou au revoir ou quoi que ce soit, mais ça veut dire aussi régression. Oh, yes! Alors, notre invité spécial, Tawa, si tu veux bien, je vais t'inviter. Nadia a un beau micro à te poser. Tu peux venir avec moi si tu le désires. Donc, on lui dit un beau bonjour. Hein? Il s'était joué un tour, mais c'est un bon tour. Donc, pourrais-tu nous parler un petit peu de ça? Parce que j'ai été surprise aussi d'apprendre que dans les traditions ancestrales, l'hypnose était quand même connue ici. Nā mua tātou I te whetu arurura I roto I te ahapa. Ia iorana tātou I te tātau. Ai tātou E paraura E bonjour. Iorana o tau, wa ora ana ia o tau. Que vous vivez à jamais. I roto I te parau te nānā, o I te ana tātou mo tūpuna E wharerei a tātou I te I mana. Ke rei mua o te waa, ke rei mua o te waa. E whaa te I. Ia maura te parau o te rai, e uruhi a tātou I roto I te ko e poto o te ora a, e parau ona maururu I te whā rei raa. Ia harumai I te iwahine, e whātia tona ite, te āwhai meira ona, ia tona ite, I tō tātou parau. Tā tātou I ite anei, e uira ārā, nā wai hai e tūmā I tō tātou parau. Ia tātou e ahumei muri, hare tātou I mua. Te parau o te haramai I muri I proto ai tātou I o tohe. Nā tātou I parau, te parau I muri, te parau ra te tao. A te mau eiwana, te I a whenua le muri. Te parau ra rato Atlanti, te parau ra I a tātou whenua mu. I mua, I muri, mamu, e tumu. E hapa I a tō tātou parau. E te rato haramai haapi I a tātou, e whaara rā, te parau e veira I roto pui tātou I te iemhana. Tā tātou no e toera, a tānau mai, arawa I tō parau, maruru. Merci. Merci beaucoup. Rien de mieux qu'en profiter, hein? Quand on a les traditions ancestrales en plus qui sont là. Donc, oui. C'est pas la traduction? Voilà. Vas-y, installe-toi. On a l'habitude de faire na, mais le na se dit aussi au passé, iravena, mais le na veut dire aussi, s'il te plaît, harmaina. Et à chaque fois, ce na vient aussi de romper, ne, qu'on appelle aussi, et le nana, c'est une autre chose, une partie de la vie. C'est des images qui reviennent, et à chaque fois, on se dit, j'ai déjà vu cette image, tra et nana. Et les Rurutu disent, Anana I tō e mo'o, regarde. Mais nous on dit nana c'est au revoir, c'est de l'au-delà. Est-ce qu'il y a une autre traduction? Merci. Merci à toi. Alors, régression dans les vies passées. Premièrement, le mot régression, qui veut dire qu'on retourne en arrière. Et vie passée, ben, sous-entend qu'on a peut-être vécu avant aujourd'hui. Donc si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez soit une ouverture d'esprit, soit une compréhension des choses, ou bien vous vous dites,
Je vais aller voir qui sont les personnes bizarres qui vont à la conférence. Je vais les repérer. Donc, je vais aller au prochain. Parfait. L'hypnose de régression existe déjà depuis très longtemps, donc vous le savez. Figurez-vous que chez les anciens Égyptiens, on a retrouvé des glyphes qui parlaient d'hypnose, donc dans les pharaons, donc ça fait très longtemps. L'hypnose existe depuis des lustres et des lustres et des lustres, donc ce n'est pas une thématique nouvelle. La seule chose, c'est que plusieurs d'entre vous, vous n'êtes peut-être pas au courant de ces choses-là, parce que des fois, l'information ne circule pas toujours facilement ou librement. Mais dans la majorité des traditions ancestrales, incluant celle d'ici, les gens utilisaient des techniques pour aller en transe. Et en hypnose, on utilise l'état de transe. Pas uniquement l'état de transe seul, mais la transe pour glisser des suggestions. Et dans notre cas précis, la suggestion est de retourner en arrière pour aller revisiter des expériences qu'on aurait déjà vues, déjà vécues, déjà connues, déjà expérimentées. La raison pour laquelle je dis tous ces termes-là, c'est que en fait, ça va dépendre des modes sensoriels utilisés par la personne. Il y a certains d'entre vous que vous êtes plus visuels, donc dans les régressions, vous allez peut-être voir des vies passées. D'autres, vous êtes peut-être plus auditifs, donc vous allez entendre des choses qui se sont passées dans des vies passées, etc., etc., etc. Ça va dépendre de nos modes privilégiés sensoriels. Comme dans les traditions ancestrales, l'état de transe est utilisé depuis très longtemps pour toutes sortes de raisons. Aujourd'hui, j'aimerais vous ramener des études peut-être un peu plus récentes pour vous dire qu'est-ce qui se passe depuis les 30 ou 40 dernières années sur les recherches sur les vies passées ou sur les régressions. Donc, on est toujours dans le monde de la régression sans preuve scientifique complète. C'est-à-dire qu'il n'y a personne aujourd'hui sur la planète qui peut prouver scientifiquement qu'une vie passée existe. Par contre, on a beaucoup de preuves connexes, d'expériences vécues qui laissent sous-entendre ou croire aux chercheurs et aux scientifiques qu'il y a des choses intéressantes à aller vérifier, à aller tester. Il y a eu une étude qui a été faite il n'y a pas trop longtemps qui posait la question à beaucoup de personnes sur la planète, est-ce que vous croyez aux vies passées? Et figurez-vous qu'il y a la moitié des gens qui ont répondu oui. Donc c'est énorme, là je parle sur la planète, là, je ne parle pas juste au Canada, hein, vraiment partout. Donc il y a beaucoup de gens qui sont ouverts à ce concept et à cette idée que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Peut-être vous expliquer des choses que vous connaissez, pour certains d'entre vous, mais peut-être aussi vous donner de l'information sur des choses que vous ne connaissez pas encore. Donc, par exemple, l'hypnose de régression ou régressive, parce qu'on retourne dans des vies passées. Dans certains pays, on l'appelle aussi de l'hypnose spirituelle. Maintenant, le mot spirituel peut peut-être surprendre parce qu'on parle d'esprit et tout ça, mais en fait, tout ce qu'on veut dire, c'est retourner dans des moments où on a vécu une expérience pour soi. Et comme vous voyez à l'écran, les Américains, dans les dernières années, ont fait énormément de recherches là-dessus. Et je vous ai mis le docteur Brian Weiss, qui est un des plus connus, pas uniquement, psychiatre, qui est encore vivant aujourd'hui. Je vous ai mis leur naissance, date de naissance et date de décès pour ceux qui sont décédés. Il y a beaucoup de livres. Si vous faites une recherche sur le net, sur qu'est-ce qu'il y a dans le domaine de la régression, il y a de tout et de rien. Vraiment, vous vous rendrez compte, là, il y a vraiment de n'importe quoi. Mais il y a aussi des super bonnes recherches scientifiques et des belles expériences. Donc, je vous invite à lire les livres des personnes qui sont au tableau. Michael Newton, ça c'est vraiment un classique. Il a développé des méthodes très particulières pour faire en hypnose, parce que c'est aussi un hypnothérapeute. Ils sont tous ceux qui sont là sont aussi hypnothérapeutes. Hein. Donc, il a développé des méthodes pour ramener les gens dans le temps pour qu'ils revivent eux-mêmes leur vie passée. Donc, je vous explique. Si vous allez voir, par exemple, un voyant ou un médium, la majorité vont être capables de vous parler de vos vies passées. Donc, dans les compétences psychiques qu'on peut développer, voyance, médiumnité, clairvoyance, clairaudience, etc., une des compétences qu'on peut développer, c'est la capacité de se connecter au niveau du temps, au niveau temporel,
de retourner dans le passé de la personne et de lui raconter ses vies passées. Donc ça, c'est excellent, mais tous les chercheurs qui sont au tableau en ce moment que vous voyez, eux, c'est pas du tout ce qu'ils ont fait, et c'est pas ce que je vous propose non plus. Ce que je vous propose, c'est plutôt d'aller voir pour vous-même vos propres vies passées à vous. Donc, ne pas avoir besoin d'un intermédiaire, de pouvoir vous-même aller dans vos vies passées. Donc, par exemple, le docteur Newton, quand il reçoit des clients pour faire des régressions dans les vies passées, il les place en hypnose, donc ils sont en transe. Il va glisser des suggestions pour que la personne aille profondément à l'intérieur d'elle-même. Donc, il y a une méthode pour le faire. Et après 20 minutes ou 30 minutes d'induction hypnotique, il ramène la personne à un moment où elle a vécu quelque chose dans une vie passée. Et habituellement, les sessions dans la méthodologie du Dr Newton, ainsi que dans l'autre méthodologie de Dolores Cannon, qui n'est pas pareille, mais qui a des points similaires, ce sont des sessions de 3 à 5 heures. Donc c'est long comme session, parce qu'ils ont des méthodes d'hypnose qui prennent plus de temps. L'approche que je vous propose et que j'ai développée, elle se fait en 1h30. Donc vous voyez déjà la différence. Hein? On sauve du temps, donc par conséquent aussi de l'argent, parce que des fois qu'on paye quelqu'un pour vivre une régression, ça peut coûter des sous aussi. Le docteur Ian Stevenson, il a écrit des choses extraordinaires que je vais partager quelques-unes avec vous aujourd'hui. Vous voyez, c'est un pédopsychiatre, incluant le docteur Tucker, Jim Tucker, qui est aussi un pédopsychiatre. Vous me posez la question, je l'entends. Pourquoi est-ce que, en psychiatrie, particulièrement des pédopsychiatres sont intéressés par les régressions dans les vies passées? Mais vous allez comprendre tout de suite, c'est que dans leur cabinet, ils reçoivent des petits bouts de chou dont les parents sont très inquiets parce que les petits bouts de chou leur racontent qu'ils ont vécu autre chose ailleurs et qu'ils ont un autre papa ou une autre maman. Et les gens sont inquiets ou trouvent ça bizarre que leurs enfants leur racontent des histoires. Donc, ils les emmènent chez le psychiatre, pédopsychiatre. Et comme ils ont beaucoup de cas différents, ben, ils ont eu l'intention et l'intérêt de les étudier. Donc, je vais vous parler des recherches du Dr Stevenson tout à l'heure, qui sont fascinantes auprès des jeunes enfants et des adolescents aussi. Dolores Cannon est très, très, très connue. Peut-être que vous avez lu ses livres, vous avez entendu parler d'elle. C'est une des personnes qui a écrit le plus de livres, même après sa mort. Il continue à écrire des livres parce qu'elle a enregistré la majorité des sessions clients qu'elle a fait sur 30 ans. Donc, imaginez les boîtes, c'était des cassettes à l'époque. Il y en a des cassettes d'enregistrer. Et elle a décidé, à un moment donné, de reprendre les cassettes d'enregistrement de ses clients et de les placer par thématique. Parce que les gens ressortaient ou vivaient des expériences similaires. Donc, s'ils racontaient, par exemple, la vie qu'ils ont eue à Babylone, ben, il y en avait d'autres clients qui ont raconté des choses similaires et ça s'entrecoupait. Donc, ces livres sont hyper intéressants, mais ce sont des livres du vécu de ses clients. Donc, ce n'est pas son vécu personnel. Elle est psychologue, hypnothérapeute, bien évidemment, et elle raconte ce genre de choses. La particularité de Dolores Cannon, au-delà de la méthode qu'elle a développée, parce qu'elle a elle aussi développé une autre méthode pour emmener les gens en transe et qui racontent leur vie passée, sa particularité, et ça va peut-être vous surprendre, et j'espère peut-être pas vous choquer, mais sa particularité, c'est qu'elle a commencé à faire des régressions et à emmener les gens en hypnose pour des personnes qui avaient été abductées, ou si vous préférez, enlevées par des extraterrestres. Donc c'est une spécialiste, c'était parce qu'elle est décédée, mais c'était une spécialiste des cas de personnes qui parlaient des expériences qu'ils avaient vécues, où on avait fait des expériences scientifiques sur eux. En fait, j'en dirai pas plus, là. Et quand elle a commencé à faire ça, elle s'est rendue compte que certaines personnes, lorsqu'ils étaient en transe, parlaient aussi d'autres choses et se ramenaient dans d'autres vies. Et elle a élargi sa pratique psychologique d'hypnose avec les régressions dans les vies passées.
Donc, elle est hyper intéressante. Toutes les personnes que vous voyez au tableau sont tous des chercheurs et sont tous des personnes bien connues dans la communauté en hypnose sur le plan international. Après, peut-être que vous connaissez Patrick Drouot. Certains d'entre vous avez peut-être lu ses livres. C'est un physicien français qui, il y a déjà plus de 40 ans, avait aussi développé une méthode pour faire des régressions dans les vies passées et avait déjà à l'époque écrit des livres sur ce que les gens disaient ou vivaient lorsqu'ils régressaient dans des vies passées. Donc, c'est pas récent, hein, ça existe depuis longtemps. Après, je vous ai mis les influences, parce qu'il y a eu beaucoup d'influences dans ce qu'on appelle l'hypnose de régression, de vie passée. Le psychologue allemand Thornwald je vais massacrer son nom, le pauvre, Dettelfensen, excusez-moi, j'ai des clients allemands, excusez-moi pour eux, et le docteur Maurice Netterton, et d'autres chercheurs scientifiques, dont entre autres le docteur Ellen Wambach, qui a fait un PhD, et la psychologue PhD aussi, Edith Fior. Donc ce sont toutes des pointures universitaires, des chercheurs, des médecins, des psychiatres, des psychologues, donc des gens qui sont assez sérieux dans leurs recherches et qui ne parlent pas de ça juste pour faire New Age. Et donc on n'est pas du tout là-dedans. On est dans la compréhension de qu'est-ce qui se passe quand je reçois un client et qui fait une régression dans une vie passée, parce que la plupart du temps, les psychologues qui ont vécu ça, quand c'est arrivé, ils ne s'attendaient pas à ça. Les gens ont raconté des choses, ils ne s'attendaient pas à leurs histoires. Et ils ont fait une autre personne, une autre personne, une autre personne, et ça revenait, il y avait encore des histoires qui revenaient. Donc c'est fascinant. Et le docteur Wambach, vous pourrez lire elle aussi ses livres et ses écrits, elle a conduit des recherches, je vous l'ai écrit, pendant plus de 10 ans, dans des souvenirs de vie passée. Elle a étudié 1088 personnes. Et ce qu'elle dit, c'est que l'imagination et la mémoire génétique ne pouvaient pas expliquer les modèles qui transparaissaient des résultats. Excepté pour 11 personnes, toutes les descriptions d'habits, de chaussures, d'ustensiles correspondaient aux archives, les souvenirs que l'on a des gens historiques. Donc des gens qui ne savent pas du tout certaines choses, et quand on fait les recherches après, dans les livres d'histoire par exemple, etc., on redécouvre, et même dans des musées, hein, des fois dans les archives des musées, on redécouvre des images, des costumes que les gens ont décrits, ne sachant pas du tout qu'est-ce qu'ils décrivaient. Donc c'est pour ça que ces chercheurs-là ont dit qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, qu'est-ce que c'est la fameuse réincarnation? Il y a plusieurs théories sur la réincarnation, donc je vais faire un portrait plus global de ce que ça peut vouloir dire, la réincarnation. La réincarnation, le concept en arrière de ça est que vous et moi, avant de revenir dans le corps physique que nous avons choisi aujourd'hui, donc voilà, hein, on a eu la naissance, on a tous passé par là, mais avant de revenir, on était ailleurs, dans un autre monde, dans une autre dimension, qui s'appelle le entre-deux-vies. Et ça s'appelle entre-deux-vies parce que c'est avant la vie actuelle, mais après l'autre vie avant. Et dans ce entre-deux-vies, où on prépare notre vie actuelle, si on retourne un petit peu plus loin, on peut régresser. Là, on parle d'hypnose, mais parlons tout simplement de vie passée, retourner dans des moments ailleurs, dans une autre vie, peut-être dans le même pays où on est aujourd'hui, peut-être ailleurs, où on a été peut-être dans un corps de femme, peut-être dans un corps d'homme, parce que ça varie, c'est pas toujours le même sexe qu'on a ou qu'on choisit quand on est dans des vies passées. Et naturellement et spontanément, et c'est peut-être arrivé à certains d'entre vous, certaines personnes, depuis qu'ils sont enfants, ont des souvenirs de choses bizarres, entre guillemets, qu'ils auraient pu vivre. C'est arrivé à combien d'entre vous? Ah, quand même une partie de la salle, hein? On va dire un bon 15% de la salle, ouais.
Donc ça, ce sont des régressions spontanées. C'est le terme qu'on utilise pour le décrire. Donc plusieurs d'entre vous, vous avez revécu des scènes et des événements et on ne sait pas toujours c'est quoi. Est-ce que c'est ce que j'ai vécu? Est-ce que je suis en train de fabuler? Est-ce que je suis en train d'imaginer? Donc habituellement, quand ces scènes reviennent, c'est parce qu'ils ont un message pour nous, ils ont de l'information à nous donner. J'aimerais partager avec vous une histoire que vous retrouverez sur le net. C'est un film qui est basé sur une histoire réelle et il y a aussi un livre là-dessus. Donc, c'est une Anglaise d'Angleterre qui vient d'une famille très croyante, très religieuse et à un moment donné, elle a des troubles, des problématiques. Dans sa tête, elle vous revoit des scènes qui lui disent rien, mais des scènes de violence. Donc, elle voit des enfants se faire battre, elle voit une femme se faire battre, elle voit vraiment des scènes très difficiles. Et elle en conclut, parce qu'elle en parle bien sûr à son mari, qu'elle doit avoir des problèmes psychologiques importants et elle consulte un psychiatre. Elle raconte l'histoire au psychiatre et c'est pas que dans ses rêves que ça arrive, des fois en plein jour, elle perd complètement conscience et elle revoit des événements violents, dans son cas c'était toujours violent du moins au début, et ensuite elle revient à elle, mais elle a pu perdre la carte pendant 10, 15, 20 minutes. Donc c'est assez embarrassant, c'est très gênant, elle ne comprenait pas ce qui arrive, elle pensait qu'elle était entièrement folle. Et le psychiatre lui dit, parce qu'il y a plein d'études, vous avez vu tout à l'heure de d'autres psychiatres qui parlent des vies passées, le psychiatre lui dit peut-être que tu n'es pas folle, parce qu'il avait fait tous les tests, elle n'était pas schizophrène, elle n'avait pas les problèmes majeurs de santé. Peut-être que c'est des réminiscences, des souvenirs qui te reviennent d'ailleurs. Et là, elle a été choquée, parce qu'elle était très croyante et ce n'était pas dans sa religion. Et elle en a parlé à son mari, elle a dit « Qu'est-ce que toi t'en penses ?» Et là, il a dit « Oh, c'est le démon, tout de suite, c'est le diable, ça n'a pas de sens. » là. Et un petit peu plus tard, le psychiatre en question lui dit « Écoute, moi je ne peux pas faire grand-chose pour toi, mais je connais un autre psychiatre qui fait de l'hypnose. Et qu'est-ce que tu dirais d'expérimenter? Parce que si c'est effectivement des mémoires d'autre chose, en hypnose, on peut faire remonter les mémoires. Et si c'est le cas, tu auras un peu plus d'informations sur pourquoi tu vois ces choses-là. » Donc, elle est allée chez ce psychiatre faire des régressions et elle a essayé d'enregistrer, parce que presque toutes les sessions qu'on fait avec les psychologues en régression et autres, on les enregistre. Donc, on peut les réécouter après. Donc, c'est enregistré et elle continue, elle revoit certaines des scènes qu'elle voyait, des scènes violentes. Et là, je vais vous faire une histoire courte parce que ça a duré des années, toute son histoire. Et à un moment donné, elle réalise qu'une des femmes qu'elle voyait dans, je dirais, ses visions intérieures, que c'était son âme à elle. C'était pas corporellement la même personne, mais elle se reconnaissait dans l'attitude, dans la pensée, dans la réflexion de la femme qui était là. Et la conclusion de cette histoire-là, c'est qu'elle a découvert en fait qu'elle avait vécu ailleurs, en Irlande, dans son cas. Elle avait le nom de la ville, du village où elle était. Elle avait eu beaucoup d'enfants. Elle était mariée. Son mari était alcoolique. Il la violentait. Il abusait sexuellement d'elle, mais physiquement, il la violentait. Il a abusé d'elle plusieurs fois lorsqu'elle était enceinte. Elle a perdu des enfants et elle en est morte. Et c'est ça qui la hantait. Elle était hantée par l'histoire. C'est pour ça que ça lui revenait. Et ce qui la hantait, ce n'est pas les souffrances que son mari à l'époque lui faisait subir. Ce qui la hantait, c'est qu'elle avait laissé 7 ou 8 enfants seuls, abandonnés, parce qu'elle est morte en couche, parce que son mari l'avait frappée dans le ventre alors qu'elle était enceinte à l'époque. Et elle a décidé de faire quelque chose de très courageux, peut-être aussi un petit peu fou. Elle a décidé d'aller en Irlande. Elle a contacté le prêtre de la paroisse où elle avait le nom, parce qu'elle se souvenait du nom du lieu, pour demander de regarder dans les fiches historiques si le nom des personnes qu'elle avait en elle, c'était des êtres qui avaient vraiment vécu là-bas. Et elle est retournée sur place avec le psychiatre.
Le psychiatre a fait le voyage avec elle aussi. Et ça a pris un certain temps, mais l'histoire est la suivante, c'est qu'elle a retrouvé un de ses enfants qu'elle avait à l'époque. Il est encore vivant et il avait plus de 80 ans. Wow! Et quand elle a parlé avec cet homme-là, qui avait été son fils dans l'autre vie, lui, il ne croyait pas à ça. Hein, vous comprenez bien, hein, quelle folle vient là dire qu'elle a été ma mère dans une autre vie, là, ça ne se peut pas, là. Et même si le psychiatre était là, ça ne prouvait pas grand-chose de plus. Donc, elle lui a parlé en privé, elle lui a raconté des secrets de quand son père était vivant, de ce qu'elle lui avait dit, de ce qu'ils avaient vécu quand ils étaient enfants, que personne ne pouvait savoir. Et la conclusion, il a dû accepter quelque chose de dur à accepter, que c'était réellement sa maman, mais qui était maintenant plus jeune que lui, et qui était venue pour conclure les choses et avoir des nouvelles de ses autres enfants. Certains étaient décédés, d'autres étaient encore vivants, mais n'étaient pas prêts encore à la rencontrer, à cause du fait que ça fait étrange, ce genre de situation. Donc son expérience n'est pas unique. Il y a plusieurs personnes qui ont des reminiscences de vie passée, et certaines, comme elle, ont eu la force, le courage et les ressources financières pour aller sur place pendant des semaines, même des fois des mois, pour faire les recherches et retrouver les personnes. Donc, c'est hyper intéressant de réaliser que ce qu'on appelle la réincarnation, en fait, c'est une continuation de vie. L'âme reste vivante, même quand le corps décède. Et votre âme, votre être profond, il évolue à chaque fois d'une vie à une autre vie, avec le but d'apprendre, mais aussi de devenir des meilleures personnes. Donc, il y a des personnes qui sont sur Terre depuis très longtemps. C'est ce qu'on appelle des vieilles âmes. Elles ont beaucoup vécu. Et il y en a des plus jeunes qui sont là. Et on vient sur Terre pour faire des expériences de vie. Et on s'incorpore dans un corps physique. Et on choisit de l'autre côté, avant de s'incarner, un plan d'incarnation, une mission de vie, des contrats, des gens qu'on va rencontrer selon l'expérience qu'on a envie de vivre dans cette vie-ci. Et quand on termine à la fin de la vie terrestre, lorsque le corps décède, l'âme quitte le corps, fait un bilan de ce qu'elle a vécu sur Terre et ensuite retourne avec ses guides, ses enseignants pour repréparer la suite de ses leçons, de ses apprentissages. Un petit peu comme quand à l'école on change de niveau et on avance de niveau en niveau. Donc le concept de la réincarnation, si on parle pour nous, être humains, ça veut tout simplement dire qu'il y a des grandes chances que ce n'est pas la première fois que vous venez sur Terre. Vous aimez la Terre, je crois comprendre, hein, pour y revenir une couple de fois. Hein? Après, il y en a qui vont dire, ouais, mais pourquoi choisir ce genre de période? Ça, c'est une autre question. Hein? Certains d'entre vous, vous avez bien des apprentissages à faire. Et certains d'entre vous, vous avez beaucoup d'amour et de générosité à donner pour aider les êtres sur Terre qui en ont beaucoup besoin. Beaucoup besoin. J'aimerais revenir aux travaux du Dr Stevenson. Donc, vous vous souvenez, c'est un psychiatre spécialisé avec les enfants. Et le Dr Stevenson a remarqué, en écoutant les enfants parler, qu'ils n'avaient pas de problème de santé mentale, mais ils racontaient des choses inexplicables. Inexplicables. Donc, il a suivi plusieurs de ses enfants pendant des années. Il a analysé les cas, il a mis de côté tous les cas qui donnaient l'impression qu'il ne pouvait pas faire des recherches scientifiques réelles pour garder uniquement ceux qui, d'après lui, avaient le plus de sens et des preuves. Les preuves ne sont pas des preuves scientifiques comme on est habitué, mais il a eu des preuves, pour lui en tout cas, que effectivement l'âme voyage dans le temps et dans l'espace et qu'on peut retourner dans des moments où on aura déjà vécu.
Et tout ça à partir d'enfants. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais si un jeune enfant, 3-4 ans, vient vers vous, surtout si c'est votre enfant, et il vous dit tu sais papa ou tu sais maman, j'ai un autre papa ou j'ai une autre maman ailleurs, ça peut faire bizarre, un petit peu, hein? Ou bien quand il va vous raconter des choses qu'il a déjà vécues à d'autres moments donnés. Donc moi je me souviens d'une de mes clientes, ça l'a marqué complètement, et c'est à partir de ce moment-là qu'elle m'a dit qu'elle s'est ouverte à croire qu'il y avait d'autres mondes et d'autres dimensions, parce qu'elle m'a dit, mon fils, qui avait 6 ans à l'époque, m'a dit quelque chose, et elle dit, je ne peux pas ne pas croire mon garçon. Quand mon fils me dit quelque chose, il est honnête, il est intègre. S'il me l'a dit, c'est que ça doit être vrai. Et elle a eu des preuves. Je vous raconte son histoire. Elle était en voiture avec son petit bout de chou, 6 ans, et elle partait pour l'emmener à l'école. Donc c'est une route qu'ils étaient habitués de faire. Et à un moment donné, sur la route, il y avait un embouteillage. Donc elle prend une autre sortie que c'était moins habituel pour eux de prendre. Et en prenant la sortie, son garçon commence à être mal à l'aise, il commence à paniquer, il fait une crise de panique pendant qu'elle conduisait. Super sympathique, hein? Donc il commence à faire une crise de panique, il a du mal à respirer, il est dans tous ses états, donc elle lui parle, elle veut arrêter la voiture, elle veut voir est-ce qu'il y a quoi que ce soit. Et là, il la regarde dans les yeux et il lui dit « Maman, je suis mort là. Je suis mort à cet endroit-là. Je suis mort là. » Bon, je sais pas là, comment vous réagiriez là, si votre garçon toujours vivant, mais qui est pas très bien, vous disiez qu'il est mort dans ce lieu-là. Donc elle a dit, ben, voyons donc. Hein, voyons donc. Donc elle le raisonne. Ben, reviens-toi, respire, il n'y a rien, on a juste pris notre route, on va retourner vers l'école. Et à un moment donné, son fils, qui n'était pas très bien encore, il lui dit, maman, continue en avant, va dans 2 prochaines rues, tourne à droite, il y aura une maison qui sera brune là-bas. Puis sa mère a dit, bon ben écoute, il m'a dit quelque chose de tellement bizarre que j'aimerais au moins le tester. Elle est allée, elle a tourné, il y avait une vieille maison qui datait de plus de 100 ans et qui était brune. Et après, il lui dit, maman, continue un petit peu plus loin, tu verras, il y a une maison avec un toit rouge. Et elle tourne et il y a une maison avec un toit rouge. Et il lui dit, c'est là que je vivais, maman, avant de décéder. Surprenant quand même, hein? 6 ans, hein? Et il commence à lui raconter l'histoire qu'il avait vécue à l'époque. Il lui raconte, voici qui était ma maman, voici qui était mon papa. J'ai eu un accident très jeune et je suis mort là, à l'endroit qu'il avait nommé tout à l'heure. Et il a dit, et après j'étais en haut, maman, et je t'ai choisi. Après, ben, j'ai décidé de revenir dans ta famille. Mais il a raconté ce qu'il avait vécu. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle s'est, elle, ouverte à dire, ben, peut-être qu'il y aurait autre chose. C'est peut-être possible qu'il y ait autre chose. Et comme il était mort dans la ville ou le village dans lequel il vivait, et qu'il lui avait dit quelle était la maison dans laquelle il vivait, devinez qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle a fait des recherches, exactement, pour retrouver à l'époque qu'il avait nommé, parce qu'il avait décrit les vêtements, comment ils étaient, qui étaient les gens qui avaient vécu là-bas. Et effectivement, dans les archives, c'était marqué qu'il y avait un jeune enfant qui avait été heurté et qui était mort à tel endroit. Et elle a conclu que c'était son fils dans une vie précédente. Donc le docteur Stevenson a travaillé avec ce genre de cas, parce qu'il travaillait avec des enfants. Comme je vous disais, il a sélectionné que 20 cas sur toutes ces années, mais qu'il a très bien documenté. Il a donné des grandes explications, et je vous ai mis les références d'un de ses livres qui est excellent, La réincarnation et la biologie, une contribution à l'étiologie des marques de naissance et des malformations congénitales, et je vais vous parler de ça dans un instant. Ce que le docteur Stevenson a découvert,
c'est que quand il faisait le parallèle entre ce qu'un enfant disait qu'il avait vécu dans une vie passée ou qui il était dans une vie passée et aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui revenaient. Il y avait plusieurs éléments. Une des choses qui revenait, c'était que ces enfants-là revenaient avec des compétences qu'ils avaient déjà eues dans la vie passée. C'est pour ça que je vous ai mis Mozart, par exemple. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un jeune enfant qui commence à peine à jouer du piano est rendu un virtuose? Ben, c'est parce qu'il avait des compétences avant. Et le docteur Erickson, dans les cas qu'il a étudiés, les enfants d'avant sont revenus dans cette vie-ci avec des compétences qui étaient déjà acquises. Donc, une des preuves de vie passée est qu'on retourne dans une vie passée et qu'on regarde ce qu'on a appris, ce qu'on a fait, et que dans cette vie-ci, c'est naturel, c'est spontané, c'est facile. On n'a même pas besoin d'aller à l'école pour l'apprendre. La connaissance est innée, naturelle. Donc, c'est ce qu'on appelle les compétences innées. L'autre chose que le docteur Stevenson a découvert, c'est que les enfants, un tiers des enfants, en fait, pour être précis, avaient des taches de naissance. Donc là, vous allez vous observer, là. Est-ce que vous avez des taches de naissance? Certains d'entre vous, peut-être. Dans les études du docteur Stevenson, il a découvert que sur les cas qu'il a étudiés pendant toutes ces années, un tiers des cas, les taches de naissance étaient au même endroit que ce que l'enfant dans la vie précédente avait vécu. Comme par exemple, c'est pour ça que je vous ai montré ça, ce jeune, il a une tache de naissance près de l'oreille, au même endroit, dans une vie passée où il avait été tué par une carabine. Exactement au même endroit. Donc, quand le docteur Stevenson a fait faire des régressions à des enfants, vous comprenez bien que c'est des enfants qui régressaient et qui parlaient de ce qu'ils vivaient dans des vies passées. Hein? Donc, ça venait d'eux. Il n'y avait pas un adulte qui racontait l'histoire pour eux. Là. C'est les enfants qui racontaient. Quand ils ont raconté ce qu'ils vivaient dans des vies passées, ils parlaient de, par exemple, j'ai été brûlé au 3e degré par un feu dans la ferme et j'ai été brûlé à la main. Et quand on regarde dans cette vie-ci, ils ont une tache sur la main. Donc, les signes et les malformations physiques étaient un indicateur d'un rappel de ce qu'ils ont vécu dans des vies passées. Comme pour faire un lien de mémoire, par exemple. Un rappel de « Ah oui », pour se souvenir « Ah, j'ai déjà vécu quelque chose dans une autre vie ». Donc, 30% des cas, c'était des taches de naissance ou des malformations liées à une vie passée. Les prodiges, j'en ai parlé, on va aller au prochain. Ce que le docteur a découvert aussi, c'est que certains enfants, quand on leur remontrait des objets qui ont appartenu à leur famille d'avant, parce que certains, un petit peu comme le petit garçon que je vous ai raconté, sa maman a été capable de retracer la famille qui avait vécu à l'époque. Donc, ils ont pu visiter la maison Toit Rouge, et il a reconnu des objets. En disant, ça c'est l'objet de maman, ça c'est l'objet de papa à l'époque, parce que les personnes qui vivaient là avaient gardé certains éléments ancestraux dans la maison. Donc, ce que le docteur Stevenson a découvert, c'est aussi de cette manière-là qu'on choisit les Dalai Lama, par exemple, dans la tradition bouddhiste. C'est qu'on leur fait passer des tests à ces enfants-là quand on les retrouve en disant ces enfants-là, c'est l'incarnation d'un lama ou d'un Dalai Lama il y a très longtemps, de plusieurs générations. Et de génération en génération en génération, ils se réincarnent, mais avec la connaissance ou la conscience de qui ils étaient ou de ce qu'ils faisaient. Et très souvent, on fait des tests avec des objets. Donc, on leur montre des objets aux enfants et on leur dit cet objet-là, il appartient à qui et servait à quoi. Et c'est en écoutant les réponses des enfants qu'on a la preuve qu'effectivement ça appartenait à telle personne ou à tel endroit, ou même à eux-mêmes, en fait, à eux-mêmes. Donc, dans les livres du Dr. Stevenson, vous lirez ça parce qu'il raconte plein d'histoires, mais à un moment donné, il y a l'histoire de ce petit garçon
qui disait à sa maman qu'il avait une autre maman, ce qui la chagrinait terriblement, la pauvre. Et à un moment donné, sa maman a dit, ben écoute, s'il dit qu'il a une deuxième maman, j'aimerais la rencontrer. Et la deuxième maman était toujours vivante parce que, et là je vais peut-être défaire un mythe par rapport à la réincarnation, mais parce que il était décédé lui aussi très jeune dans une autre vie, donc il avait autour de 7-8 ans, et il s'était réincarné rapidement. Donc je vous dis ça parce que souvent les gens pensent qu'on peut prendre des centaines d'années ou des millénaires à se réincarner, mais on peut se réincarner très rapidement. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un se réincarner le lendemain de sa mort. C'est très rare, mais je l'ai déjà vu. Le lendemain de sa mort, le lendemain de son décès. Donc, le temps n'existe pas de l'autre côté, vous savez. Donc, pour nous, ça peut nous donner l'impression que c'est long ou c'est court, mais de l'autre côté, on se réincarne quand c'est le bon moment pour nous et quand c'est la bonne famille pour nous. Donc, des fois, il y a des petites urgences à revenir rapidement. Donc cet enfant-là, il racontait à sa maman qu'il avait vécu ailleurs. C'était en Asie, l'histoire. Et le docteur Stevenson est allé avec l'enfant, avec la mère de l'enfant, au lieu que l'enfant décrivait comme étant le lieu où il avait vécu. Ils ont retrouvé le lieu, ils ont retrouvé les parents, et l'enfant a raconté à ces gens-là des choses par rapport à son décès. Et ils ont compris que c'était leur fils décédé à l'époque, qui s'était réincarné dans une autre famille. C'est quand même incroyable. Et il leur expliquait, et il le retrouvait, et il était capable de parler des objets qu'il avait eus à l'époque. Et c'est comme ça que ses parents de l'époque en ont conclu que c'était bien lui, que ça ne pouvait pas être de la fabulation, de l'imagination, parce que qui aurait su quel vêtement il avait porté ou quel jouet il avait joué avant de mourir, par exemple. Et lui était capable de le raconter. L'autre chose que le docteur Stevenson a découvert, c'est que d'une vie à l'autre, quand on peut avoir des photos, vous savez, les photos c'est assez récent, hein? Il y a 400 ans, les photos ça n'existait pas comme aujourd'hui, mais depuis qu'on peut prendre des photos, il y a eu des recherches de fait avec certains cas, comme dans ce cas-ci, c'est le cas de Suzanne Ganem. Suzanne, c'est une cliente du docteur Stevenson, donc il n'avait pas que des enfants, parce que c'est un psychiatre. Et quand il lui a fait faire une régression, elle a régressé dans une vie qu'elle a racontée, où elle s'appelait Annan Monsour. Et après avoir fait la régression, toujours enregistrée, il a fait des petites recherches, parce que l'intérêt, c'est aussi de faire des recherches, pour dire est-ce que ce qu'elle a décrit en termes de vêtements, en termes de temps, est-ce que c'est réel? Et ils ont découvert la photo de la personne qu'elle disait qu'elle avait été dans une vie passée sous hypnose. J'aimerais juste que vous rappeliez là que la personne ne dit pas ça consciemment. Elle est en état d'hypnose quand elle raconte ces histoires-là. Donc elle est dans un état modifié de conscience, un état modifié de conscience. Et ensuite, quand on regarde les photos, le docteur Stevenson disait que dans beaucoup de cas, il y a même des ressemblances physiques. C'est comme si on reprenait des traits, pas juste de caractère, mais des traits corporels aussi, de qui on a déjà été dans une vie passée. Donc, si on récapitule, il y a plusieurs signes. Il y a des traits que la personne peut avoir, des malformations que la personne peut avoir. Il y a ensuite des photos qui peuvent nous indiquer des similitudes dans les caractères aussi que la personne peut avoir. Elle peut se souvenir d'objets, de lieux qu'elle a déjà vécu et qu'on peut retracer très souvent. Et ça, c'est assez surprenant, mais en régression, certaines personnes parlent en langue qu'ils ne connaissent pas. Ça fait très hein, on connaît celui-là. Hein? Ça fait très étrange. Alors imaginez que vous êtes vous le psychiatre
Vous emmenez un client régressé et tout d'un coup, il vous parle et vous ne comprenez rien du tout. C'est ces langages-là qui reviennent. Et dans les langages qui reviennent, donc c'est testé, c'est enregistré, c'est validé, il y a plusieurs phrases ou mots dans le langage. Des fois, la personne va parler la langue qu'elle parlait à l'époque. Donc, admettons que j'ai eu une vie, j'étais arabe, je retournerai dans ma régression, je ne connais pas du tout l'arabe dans cette vie-ci, et en régression hypnotique, je commencerai à parler arabe. Surprenant, hein? Fascinant, hein? Et c'est vrai pour les langues mortes aussi. Mais là, par contre, on n'a personne qui les parle, mais on peut les avoir par écrit, parce que certaines personnes en régression hypnotique peuvent écrire. Et elles écrivaient des textes qu'on a retrouvés ensuite comme formes, symboles, qui pouvaient être comprises dans des langues anciennes ou ancestrales. Donc on peut, sous régression hypnotique, lorsqu'on retourne dans une vie passée, qu'on a parlé une autre langue, réactiver la langue. Sachez que ce n'est pas tout le monde, hein? Donc, mais c'est un des signes. Il y en a d'autres, mais c'est un des signes qui disent, ouais, là, il y a vraiment quelque chose quand même. Hein? Je revois une vie de quand j'ai été sur un bateau espagnol et tout d'un coup, je me mets à parler en espagnol alors que je ne connais pas du tout la langue. Réminiscence aussi de l'expérience et de la langue. Ouais. Alors, je ne sais pas où vous en êtes là dans vos réflexions, mais vous vous dites peut-être, il y a des choses bizarroïdes, c'est vrai. Il y a des choses inexpliquées, c'est vrai, et c'est pour ça qu'il y a de la recherche là-dessus. Certains d'entre vous, vous avez levé la main tout à l'heure, vous avez déjà fait ce qu'on appelle les régressions spontanées. Ça veut dire que vous n'êtes pas en session d'hypnose avec quelqu'un, mais l'information a remonté tout simplement parce que vous étiez dans cette période-là, dans un état d'esprit d'ouverture qui est l'équivalent d'une transe hypnotique. Mais l'intérêt de tout ça, c'est de se poser aussi la question que vous voyez affichée en ce moment, c'est pourquoi est-ce qu'on revient sur Terre? Vous êtes-vous déjà posé la question? Pourquoi est-ce que j'ai décidé de venir sur Terre? Bon, il y en a d'entre vous qui vont dire pour avoir des enfants magnifiques, pour réaliser un projet particulier, pour rencontrer l'homme ou la femme de ma vie. Bon, c'est des bonnes raisons pour revenir sur Terre. Mais on fait des choix qui vont nous emmener à un moment donné dans une vie, aller vers une autre vie. Et c'est pas pour rien que j'ai choisi cette photo. Les enfants sont trop jeunes, je dois retourner sur Terre. Ça, j'ai entendu ça très souvent dans des cas de mort imminente. Donc, vous savez, c'est ces situations où quelqu'un a une opération, par exemple, et sur la table d'opération, le cœur lâche pendant plusieurs minutes, et ces gens flottent au-dessus de la table, se retrouvent de l'autre côté dans un tunnel avec un être lumineux, et ensuite, pour certains, ont le choix de dire, je quitte la vie, je vais vers autre chose, ou comme dans ce cas-ci, mes enfants sont trop jeunes, je vais peut-être décider de rester sur Terre. Dans l'histoire que je vous ai expliquée tout à l'heure avec la femme qui était anglaise et qui avait vécu une vie passée en Irlande, c'est aussi à cause de ça qu'elle a eu ces mémoires qui sont revenues, puisqu'elle n'avait pas eu de complétude avec ses enfants. Donc c'est souvent une raison qui fait qu'on revient, quand ce n'est pas le moment pour nous de quitter, pour s'occuper des gens qu'on aime réellement. Mais il arrive aussi que de l'autre côté, après avoir vécu une vie, on se dit « Oh, ça a été trop court, j'aurais aimé ça qu'on reste ensemble plus longtemps. » Ou « J'aurais aimé ça voir mes arrière-petits-enfants. J'ai pas eu la chance de les rencontrer. » Pour toutes sortes de raisons. Et devinez qu'est-ce qu'on peut décider de faire à ce moment-là. Vous avez déjà les bonnes idées, hein? Donc, une des choses qu'on fait, c'est on se dit, on va se revoir. On va se revoir plus tard. On se donne rendez-vous. Et on se donne rendez-vous dans une future vie.
Je ne pense pas que je vais vous surprendre, mais peut-être en vous disant ceci. Tous les gens proches de vous dans votre vie, c'est-à-dire vos enfants, vos parents, vos conjoints, sont tous, souligné 3 fois, des personnes que vous avez déjà connues dans des vies passées. Et vous avez décidé de les revoir, soit parce que vous étiez très heureux avec eux, ou soit parce qu'il y a des choses qui étaient à terminer, complétées, qui n'ont pas été réalisées, pour toutes sortes de raisons, qui ont été compliquées, qui ont été difficiles. Je ne vous demanderai pas de lever la main, mais je pense que toute la salle va lever la main si je vous demande, dans votre famille, et ça inclut la famille élargie, est-ce qu'il y a eu des situations compliquées? Ouais, vous riez, hein? Ben oui. Eh oui. Qui en a pas eu, hein? Entre les secrets de famille, qui en a pas eu dans ces familles, des conflits relationnels, un malaise de communication, on n'aime pas assez la personne, et j'en passe, de la violence, des problématiques de dépendance, des souffrances parce que la personne est malade, enfin. Dans toutes les familles, il y a des situations qu'on vit qui sont très compliquées, très difficiles, très douloureuses, mais on est là aussi pour avoir de l'amour et de la compassion à travers tout ça, pour aider ces gens-là et nous aider nous-mêmes à évoluer. Mais il arrive des fois qu'on n'a pas pu réaliser ce qu'on voulait, soit parce que la personne ne voulait pas. Alors là non plus, je ne vous demande pas de lever la main, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir aider quelqu'un qui ne voulait pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et puis ça vous fait quelque chose. Parce que vous savez que, et là je ne dis pas j'ai raison, là c'est pas ça nécessairement, mais vous savez qu'il y a des gens qu'on peut aider, on peut leur faire du bien. Et la plupart du temps, ben, c'est qui? Nos enfants ou nos parents, ou c'est des gens très proches, hein? Et puis on les voit, et puis on les voit s'enfoncer, et puis on les voit prendre des mauvaises décisions, et on a beau se dire c'est leur vie, c'est leur vie, c'est leur vie, je me détache. Mais c'est pas facile à vivre. Parce que c'est des gens proches de nous, émotionnellement. Ben, quand on décède, à un moment donné, on fait notre bilan de vie. Et là, on regarde ce qu'on a vécu, et on se pose des questions, mais aussi on prépare notre vie future. Dans ce qu'on appelle l'entre-deux-vie, il y a un lieu de l'autre côté qui est la préparation prénatale. On va préparer notre plan de réincarnation. Et le plan de réincarnation, il est basé sur qui on a connu, qu'est-ce qu'on a déjà fait ou pas, où on en est rendu dans cette évolution et qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui. Donc, dites-vous que pour toutes les personnes aujourd'hui où vous vous dites « Ah, je ne peux pas vraiment faire quelque chose et j'aimerais », vous êtes peut-être en train de vous créer un karma. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, hein? Donc, quand on n'a pas résolu quelque chose, ou que la personne ne nous a pas donné ce qu'on voulait. Moi, je me souviens d'une de mes clientes, son père lui avait envoyé un petit mot, elle ne vivait plus avec lui depuis très longtemps, elle ne le côtoyait plus. Et à un moment donné, il lui envoie un petit mot en lui disant « Je suis en phase terminale d'un cancer, ben, viens me voir parce que ça va être la dernière fois que tu vas me voir. » Et elle a eu un dilemme à l'intérieur d'elle, est-ce que je vais le voir, est-ce que je ne vais pas le voir? Pour la raison suivante, c'est qu'il avait abusé sexuellement d'elle à plusieurs reprises, c'est ce qui fait qu'elle avait fait la coupure, et il lui avait jamais avoué qu'il était conscient quand il faisait. Donc vous allez peut-être rire de ça, mais c'est un réel cas. Il disait qu'il abusait d'elle quand il était somnambule. Après, vous croyez ou vous croyez pas, hein? Mais elle avait espoir que sur son lit de mort, qu'il lui dise la vérité. Et il ne l'a pas fait. Elle est allée, elle a été très déçue. Donc il y a une attente. Et à chaque fois qu'il y a une attente, au moment du passage ou du décès, ben on crée un lien pour quelque chose plus tard, pour revoir la personne.
quand il y a des choses non résolues, quand il y a eu des mensonges cachés, quand la personne n'a pas tout dit, quand elle n'a pas pu quitter la terre en étant libre dans ses pensées, dans l'énergie, il y a quelque chose qui va éventuellement se refaire et qui va faire en sorte que le cycle ou la roue des réharmonisations du temps font en sorte que la personne revient. Et je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais certains d'entre vous, vous revenez dans la même famille dans laquelle vous avez déjà vécu avant. Et vous êtes peut-être, et ça va vous surprendre, votre propre ancêtre. Yes! Donc, les liens familiaux sont importants. Hein? Puis des fois, peut-être un petit peu plus qu'on peut imaginer. Hein? Alors, regardez ici. Je serai le fils de ton fils. Donc, le grand-père décède. Et de l'autre côté, il dit, de mon vivant, j'ai pas été très sympathique pour toi. Mon petit-fils. C'est son petit-fils. J'ai pas été très sympathique pour toi. Et je t'ai pas donné tout l'amour et l'affection que tu avais besoin. Ton papa n'a pas pu s'occuper de toi parce qu'il est mort jeune. Et moi, j'aurais dû m'occuper de toi. J'aurais dû prendre la relève. Eh bien, je me suis enfouie. J'ai quitté, j'ai fait ma vie d'homme et j'ai laissé n'importe qui s'occuper de toi et je le regrette aujourd'hui. De l'autre côté, grand-papa est décédé. Et de l'autre côté, il dit, oula, j'ai manqué quand même quelque chose là. J'ai manqué d'amour pour cet enfant qui était mon petit-fils. J'étais pas son père, mais quand même. Et j'ai de la réparation à faire. Donc un acte de réparation. J'ai été absent, il faut que je répare la douleur ou la souffrance que j'ai fait vivre. Et de l'autre côté, il avait décidé, je serai le fils de ton fils, comme tu as été le fils de mon fils. Voyez l'idée? Donc je serai ton petit enfant, ton petit-fils, plus tard. Et en tant que petit-fils, tu m'aimeras. Du moins, j'espère. Et en m'aimant, je pourrais donner beaucoup d'amour. Et en te donnant beaucoup d'amour, peut-être que éventuellement tu me pardonneras de ce que je t'ai fait vivre ou subir dans une vie précédente. Donc, il arrive qu'on revienne dans les mêmes familles parce qu'il y a des thématiques familiales qui ne sont pas encore résolues. Et en quittant la terre, on a le désir de continuer à faire le ménage ou le nettoyage pour notre lignée familiale. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont eu cette impression que peut-être vous êtes un membre de votre famille? Ah, quand même quelques-uns, hein? Ah, ouais, quand même, hein? Quand même quelques-uns. On peut aller au prochain. Ensuite, il arrive des choses vraiment spéciales. Je me souviens d'une de mes clientes, quand je l'ai guidée pour faire une régression, donc en hypnose, pour vous expliquer un petit peu la méthode, là, pour que vous compreniez mieux, on guide la personne pour qu'elle aille en transe, et c'est beaucoup plus facile que la majorité des gens pensent. J'ai jamais vu quelqu'un, ça m'est jamais arrivé, qui n'a pas fait de régression. Donc je vous le dis parce que des fois ils disent « Oh, mais c'est pas pour tout le monde ». Non, non, c'est pour tout le monde. Il y a des personnes que ça va prendre plus de temps avant d'aller en régression. Ça peut prendre des fois 2 ou 3 sessions pour certaines personnes. Parce qu'il faut établir la confiance, il faut développer la méthode, que la personne apprenne comment faire. Mais la majorité des gens, c'est dans une première séance déjà qu'ils peuvent régresser et ramener une expérience de vie passée. Donc je suis avec une de mes clientes, elle vient pour une thématique et la thématique est la suivante. Elle me dit, je suis tellement proche de mon garçon. Elle dit, c'en est un petit peu trop là, comme trop mère poule, trop envahissant. Elle dit, j'aimerais comprendre la relation que l'on a. Donc sa question c'était, est-ce qu'on a déjà vécu ensemble avant? Et si oui, qu'est-ce qu'on a déjà vécu ensemble avant? Parce que c'était tellement fort pour elle, la relation qu'elle avait avec lui aujourd'hui. Et quand elle a fait la régression, elle s'est retrouvée dans une vie où elle était infirmière, à la guerre, et vous comprenez le principe, c'était le beau soldat qu'elle avait soigné et qu'elle avait ensuite marié.
Donc, son fils d'aujourd'hui, ça a été son mari dans une autre vie. Donc, il arrive des fois que nos enfants d'aujourd'hui sont nos parents de l'époque. Il arrive que nos conjoints aient été nos enfants. Il arrive que notre frère ou sœur de l'époque peut être notre mari ou notre femme d'aujourd'hui. Donc, c'est pas toujours pareil. On ne retrouve pas toujours nos enfants dans notre rôle d'enfant ou dans la posture d'enfant, parce qu'on change, on est en train d'expérimenter. Donc ça l'a beaucoup aidé à comprendre, parce qu'elle avait rencontré son mari alors qu'il était handicapé à la guerre. Ils ont développé un grand amour, ils ont eu une belle famille ensemble. Et quand elle est décédée, elle lui a dit « J'aimerais qu'on se retrouve plus tard. » Vous savez les fameuses demandes? J'aimerais qu'on se retrouve plus tard. Ben, devinez quoi? Il est revenu. Mais elle avait oublié de lui dire, j'aimerais que tu sois mon mari. Bon, c'est pas grave, c'est un grand amour. Hein? Mais c'était pas charnel cette fois-ci. Vraiment pas. Donc c'est bien parce qu'on peut faire des demandes et les gens vont, dans l'énergie, dans les différentes dimensions, analyser tous les besoins qu'on peut avoir et dire oui, je vais revenir avec telle âme, je vais revoir mon garçon, je vais revoir ma belle-fille, je vais revenir avec mes petits-enfants ou je vais revenir des fois même dans un autre pays parce qu'on ne revient pas toujours au monde dans le même pays. Donc, qu'est-ce que le karma? C'est une question très importante, c'est pour ça que je voulais vous en parler parce que beaucoup de personnes pensent que le karma, c'est une dette qu'on a. Par exemple, dans une vie passée, j'ai tué quelqu'un. Dans cette vie-ci, quelqu'un doit me tuer. C'est souvent ce que les gens imaginent de ce qu'on appelle le karma. Les gens croient que de l'autre côté, qu'il y a un être, un créateur ou un Dieu, appelez-le comme vous voulez, qui vous regarde et qui vous dit « Toi, je te punis. Tu as fait quelque chose de mal, tu vas vivre quelque chose de mal aujourd'hui. » Par exemple, tu vas revenir avec un problème de santé, tu vas avoir un handicap, tu vas avoir peu importe. Hein? Mais dans la loi du karma, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Dans la loi du karma, c'est la personne elle-même qui cherche à garder un équilibre. Donc, si dans une vie, j'ai été beaucoup à gauche, dans l'autre vie, je vais aller à droite pour garder un équilibre. Et ce n'est pas une question de bien ou de mal comme on l'entend, c'est une question d'expérience. Donc, il est possible que si vous avez tué quelqu'un dans une autre vie, que vous allez retrouver la personne que vous avez tuée. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va vous tuer dans cette vie-ci, parce que l'objectif de retrouver des personnes de vie passée dans notre vie actuelle, le but, c'est d'avancer, de cheminer, de résoudre. Donc, combien de fois j'ai déjà vu ça, je vous le dis, parce que je l'ai vécu beaucoup avec des clients, que quelqu'un retrouve une personne qui lui a fait très mal dans une vie passée, donc ça peut être l'avoir tué par exemple, mais que dans cette vie-ci, l'agresseur ou le tueur a choisi d'être un membre de sa famille pour ne pas lui donner d'autre choix que de l'aimer. Donc je pense à un de mes clients, il était marié dans une vie passée, et à un moment donné, sa femme est assassinée. Et il découvre que sa femme a été assassinée, mais il ne savait pas par qui elle a été assassinée. Et lui-même est ensuite assassiné. Et il décède, il va de l'autre côté, et là, de l'autre côté, il est pas mal désemparé parce qu'il cherche sa femme. Vous savez, de l'autre côté, on est supposé voir les gens qu'on aime. Hein? Mais il cherche sa femme et il ne la trouve pas. Mais en fait, il a découvert que sa femme n'était pas vraiment assassinée. Ça avait été une mise en scène. Oh, mais une mise en scène pour le tuer lui. Parce que sa femme aimait un autre homme. Et là là, les histoires de vie. Hein? Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'amant de sa femme l'a tué. Mais il lui avait fait croire que sa femme était morte. Comme ça, c'était parce qu'il voulait le faire souffrir. L'objectif, c'était qu'il souffre. Pour moi, j'ai gagné ta femme. Vous comprenez l'idée, hein? Toi, tu auras plus ta femme. Moi, je vais avoir ta femme. Donc, c'est très cerveau reptilien, on pourrait dire. Très ancêtre, aussi comme façon de procéder.
Et de l'autre côté, là, il était en colère quand il est décédé, parce que ça, c'est un autre mythe. Hein. On va de l'autre côté, la vie est belle, on devient un saint. Ben non. Ben non, si on était un monstre de notre vivant, on ne devient pas un saint demain matin. Vous en connaissez beaucoup, vous? Des gens qui changent en 24 heures? Non, non, non. Donc, ils vont de l'autre côté, et puis lui, il était très en colère. Il a découvert que c'était... Premièrement, il a découvert que sa femme avait un amant. Ah bon? Et en plus, il a découvert que c'est l'amant qui l'avait tué. Et là, il va de l'autre côté, donc il monte au ciel, dans l'espace de préparation de la future vie, et il se dit, j'ai tellement de colère, j'en veux tellement à cet homme, qu'il faut que je libère ça pour retrouver la paix, pour retrouver l'amour. Parce que de l'autre côté, l'amour, c'est quelque chose de pas mal plus important des fois que nous sur Terre. Et il a fait le choix de revenir dans la vie suivante. Et là, vous en reviendrez pas, mais je vous raconte, c'est lui qui m'a raconté ça. Son père biologique de sa vie actuelle, c'est celui qui l'a assassiné dans la vie passée. Oh là! Oh là! Et la mère biologique de sa vie actuelle, c'était l'âme de sa femme dans la vie passée. Tant qu'à faire, la totale. Et pourquoi choisir juste un? Il faut pardonner aux deux. Hein? Donc, je pardonne à mon ex de m'avoir trompé, et puis je lui pardonne à lui de m'avoir tué, mais en échange, ils vont devoir tous les deux s'occuper de moi toute ma vie. Ah ah! Et sa petite revanche, là. Hein? Qu'il veuille ou qu'il veuille pas, il pourra plus me tuer, là. Parce qu'il va m'aimer, parce que je vais être son enfant. Comprenez l'idée? Donc, on peut faire toutes sortes de choix de pourquoi on revient dans une vie, et c'est lié à un besoin de rééquilibrer ce qui s'est déjà passé. Donc, c'est pas encore une fois Dieu de l'autre côté qui dit « Toi, t'as pas été gentil, là ». Figurez-vous que c'est vous-même qui allez vous juger vous-même. Mais parce que vous allez être dans une ouverture de cœur, vous allez comprendre la souffrance qu'on vous a fait vivre, mais aussi celle que vous avez fait vivre aux autres, et vous allez vous-même trouver un acte de réparation. Et s'il y a une réparation à faire avec quelqu'un avec qui vous avez vécu, ben vous allez revenir dans un corps physique sur Terre. Donc, des fois, les gens disent, est-ce qu'on peut arrêter la réincarnation sur Terre? Bien sûr, mais pour ça, il faut arrêter d'avoir des dettes. Et là, je ne parle pas monétaire, mais il faut partir en paix et ne pas dire, je vais te revoir, ou on va se revoir, ou on va prendre un bon pot la prochaine fois qu'on va se voir, on va fêter ensemble, parce que ça crée des liens, et ces liens-là font que l'on revient continuellement. Donc, si vous vous dites, lui là, il va payer le prix un jour, okay? Ben, malheureusement pour vous, c'est vous qui payez le prix encore avec cette personne-là plus tard. Parce que vous êtes en train de créer quoi? Un karma, un rééquilibrage. Donc, retrouvez la paix intérieure, apprenez à libérer les choses du passé. Et une des raisons, je ne vais pas poser la question encore, mais la période de questions viendra, mais une des raisons pour lesquelles des fois certaines personnes ont le désir de retourner dans des vies passées, c'est pour mieux comprendre les liens qu'ils ont avec les êtres avec qui ils vivent. Comme par exemple, ouais, mon ex, ça a été bien compliqué, hein? Notre divorce m'a coûté cher. J'aimerais comprendre pourquoi ça a été aussi compliqué que ça. Et là, on peut faire les liens, comprendre ce qui s'est passé pour libérer les émotions bloquées, pour pas qu'on ait encore à vivre des choses similaires. Donc, c'est quand même intéressant de libérer des vieilles choses, mais en les comprenant, en donnant du sens à l'expérience qui est vécue. Donc, c'est l'acte de réparation que je vous parlais tout à l'heure. Admettons que vous découvrez, vous faites vous-même une régression dans une vie passée, et vous découvrez que dans une vie passée, vous avez fait quelque chose. C'est pas toujours pour mal faire, comme là, vous voyez, c'est un enfant, bon, il est en train de jouer, hein, peut-être pas au bon endroit, par exemple. Hein? On lui a dit, ne va pas jouer près de la fenêtre du voisin. Et il fait quoi? Il va jouer près de la fenêtre du voisin, exactement.
Je vais faire une petite parenthèse, mais en PNL, en programmation neurolinguistique, surtout avec les jeunes, on dit à chaque fois qu'on dit un ne pas, ils vont le faire. Comme par exemple, va pas jouer près de la piscine. Dans leur tête, il reste quoi, piscine? Donc après, c'est plouf. Hein? Donc là, ben, le jeune, voilà, il brise la fenêtre du voisin. Donc, qu'est-ce que vous faites dans des cas comme ça habituellement? Ben, vous allez voir le voisin et puis vous dites, ben, je suis désolée, mon fils a fait une bêtise, combien je vous dois? C'est ce qu'on appelle un acte de réparation. Bon, ça évite des problèmes entre voisins, hein? Déjà aussi au départ. Donc, la vie suivante, après avoir vécu une vie qui n'a pas été finie en entière résolution, la vie suivante, on revient en disant, OK, il faut que je répare. Réparer, ça peut vouloir dire aussi donner de l'argent à quelqu'un. Moi, je me souviens d'une de mes clientes, à un moment donné, elle dit, je ne comprends pas pourquoi, dans cette vie-ci, je suis toujours en train de donner de l'argent à ma sœur. Elle dit, là, j'en ai... Mais j'aimerais comprendre pourquoi. Pourquoi j'ai cette relation avec elle? Qu'il y a d'autres personnes qui ont de l'argent, puis elle peut travailler aussi. Mais c'est toujours après moi. Et finalement, quand elle est allée dans une vie passée, ben, en fait, elle avait volé le terrain familial qui était destiné à sa sœur de l'époque, qui était sa sœur aujourd'hui. Comprenez l'idée? C'est un acte de réparation. Sa sœur lui a pris de l'argent dans cette vie-ci, mais elle ne savait pas consciemment que c'est de l'argent qu'elle lui devait. Si elle l'avait su, elle aurait mieux vécu l'expérience, et à un moment donné, elle aurait pu dire, bon, ben, je pense que je t'ai payé 3 fois le terrain, là. Je pense que ça suffit. J'ai payé ma dette vis-à-vis de toi, j'ai rééquilibré, et je pourrais passer à autre chose. Donc, certains d'entre vous, dans cette vie-ci, si vous vous dites, comment ça se fait que j'ai vécu telle chose difficile avec telle personne, posez-vous des questions. Il y a une autre de mes clientes, il y a une chose qu'elle ne comprenait pas. Elle avait été mariée, elle avait divorcé, elle avait rencontré un autre homme et ça a été l'horreur pour elle. Cette nouvelle personne l'a trompée plusieurs fois et ce n'était pas dans ses valeurs. Parce que vous savez, des fois, on est heureux qu'ils nous trompent. Hein? Ça peut arriver, hein? Mais elle n'était pas très heureuse parce qu'elle avait découvert qu'il le trompait parce qu'elle a eu des problèmes de gonorrhée. Donc, c'est très sympathique. Hein? Vous allez chez le médecin et il vous annonce que vous avez un problème et que ça veut dire que la personne avec qui vous vivez est allée ailleurs. Donc, elle avait parlé à son mari, son copain, il n'était pas marié, mais son copain, et elle lui dit, bon, voici la situation, non, 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 vous connaissez l'histoire, c'est pas moi, j'ai rien fait, mais elle savait qu'elle n'avait pas été ailleurs. Donc, elle a dit, j'aimerais beaucoup comprendre comment ça se fait que j'ai attiré une personne, premièrement, qui me ment, ensuite qui me trompe, qui me manque de respect, et pour qui j'ai de la difficulté à dire « ça suffit, c'est fini, je m'en vais ». Parce qu'elle était rendue dans sa réflexion à dire « mais non, ça se peut pas, là. Je ne peux pas rester avec quelqu'un comme ça, je fais des choses qui sont malsaines pour moi ». Et elle est retournée dans une vie passée où elle était enceinte, elle avait 3 enfants, elle était une femme, et le mari qu'elle avait à l'époque, c'était l'âme de ce copain d'aujourd'hui qui n'était pas gentil pour elle. Et il s'est passé ceci dans la vie passée. Elle était enceinte et son mari meurt dans un accident. Elle avait donc 2 enfants, c'était le 3e. Et quand il décède, elle apprend son décès. Évidemment, elle est complètement dévastée parce qu'elle est enceinte en plus. Et elle dit à l'âme, elle dit à son mari qui quitte parce qu'elle l'aimait énormément, « Pourquoi tu m'as fait ça? Je ne te pardonnerai jamais. Je n'accepte pas que tu m'abandonnes avec les enfants. Il faut que tu reviennes. Tu me dois bien ça. » Vous savez, des choses qu'on dit, hein? Quand on est choqué, on est fâché, elle se retrouvait seule. Puis à l'époque, c'était pas évident pour une femme seule, hein? Parce que c'est les hommes qui avaient l'argent, qui avaient la fortune, qui avaient la terre. Donc elle se retrouvait avec pas grand-chose. Elle était très en colère. Et là, elle a réalisé qu'elle a rencontré cet homme qu'elle a décrit comme un goujat, tout simplement, en se disant, il fallait qu'il soit odieux avec moi, parce que s'il n'avait pas été odieux, j'aurais jamais accepté de le laisser aller, de lâcher prise et de le libérer. En d'autres mots,
elle s'était donné rendez-vous dans cette vie-ci parce qu'elle n'avait pas accepté de le libérer. Elle lui avait dit, je n'accepte pas que tu quittes, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas m'abandonner. Donc il est revenu. Mais il est revenu pour qu'elle accepte de le laisser partir. Pas évident comme histoire. Pas évident. Donc des fois on revoit les gens puis c'est le bonheur. Et puis des fois, comme dans son cas, on revoit les gens puis c'est peut-être pas le bonheur. Pourquoi vivre une régression? Des fois pour comprendre nos problèmes de santé. Comme là, le client avait toujours des migraines, des maux de tête. Et quand on est allé voir une vie passée, parce qu'il voulait comprendre d'où ça venait, il avait été décédé dans un champ de bataille avec des grenades qui avaient explosé. Et lui, il a fait tout de suite le lien avec son problème. Donc, certaines personnes font le choix de faire des régressions dans les vies passées pour mieux comprendre les relations qu'ils ont, mieux comprendre aussi les problématiques ou les thématiques qu'ils vivent dans leur vie. Donc, peut-être que, parce qu'on va bientôt conclure notre partie conférence et revenir aux questions, mais peut-être que vous êtes déjà en train de vous poser ces questions-là. Qu'est-ce que j'ai décidé ou choisi avec les gens autour de moi? Bon, si vous vous aimez beaucoup et c'est facile, bravo. Si vous vous aimez beaucoup et c'est compliqué, il y a peut-être du travail à faire, Peut-être du travail à faire. Donc, pour la majorité d'entre vous, comme ma cliente, on a retrouvé notre amour. On va aller au prochain. Et pour les personnes d'entre vous qui vont avoir des enfants bientôt, c'est un magnifique passage qu'accueillir des âmes qui reviennent. Et peut-être que ça vous tentera à un moment donné d'avoir des prières ou des méditations pour ces âmes qui reviennent, sachant qu'ils vous ont choisi, et ils vous ont peut-être choisi parce qu'ils ont déjà vécu aussi des choses avec vous. Ouais. Donc, dans la régression avec les clients, concrètement parlant, l'hypnothérapeute va poser des questions à la personne pendant qu'elle est en transe. Donc, tu es où, avec qui, il se passe quoi? Et la personne est en transe, mais ce qu'on appelle une transe avec parole. Elle est capable de parler, elle s'exprime. Donc, la personne raconte son histoire. Et c'est ça qui reste enregistré, que la personne peut réécouter par la suite. Et des fois, quand les gens le réécoutent, ils sont surpris eux-mêmes de ce qu'ils entendent. Parce que quand on est en transe, des fois, on ne se souvient pas de tout. Mais comme c'est enregistré, les personnes peuvent s'en souvenir. Et on va explorer les informations pour être capable de faire des recherches après. Donc, on ne fait pas les recherches pendant qu'on fait la régression, vous doutez bien, parce qu'on ne veut pas induire des choses. Par exemple, si la personne me dit « j'ai vécu à Chicago ou à telle époque », on n'ira pas tout de suite faire une recherche. On va attendre que toutes les sessions avec la personne soient complétées pour ne pas semer de l'information dans la tête de quelqu'un pour qu'il puisse avoir des fausses croyances ou des fausses images qui sont bloquées ou prises. Mais on irait le vérifier après. Des fois, les gens veulent faire des régressions dans les vies passées pour découvrir quels sont leurs métiers. Je ne sais pas trop quoi faire de ma vie et on irait voir qu'est-ce qu'ils ont fait dans des vies passées. Ou bien les gens vont dire, j'ai envie de changer de travail. Vers quoi je devrais m'en aller? On peut faire des régressions pour découvrir qu'est-ce qu'ils ont fait et peut-être réactiver des compétences qu'ils avaient déjà. Et ça c'est mon dernier petit sujet, là, parce que le temps file. C'est mon dernier sujet pour avant la période de questions. Je ne sais pas si vous savez ça, mais je dois vous l'expliquer parce que c'est tellement intéressant. C'est ce qu'on appelle les âmes scindées. Donc les chercheurs, et là je parle des psychiatres, etc., psychologues, en faisant régresser les gens dans des vies passées, à un moment donné, et ça m'est déjà arrivé aussi, il y a des choses bizarres qui arrivent. Comme par exemple, la personne est née, on va dire en 1985, dans cette vie-ci, et elle régresse dans une vie passée, et là,
elle raconte une autre vie de 1986. Il s'est passé quoi? Ben, comme le temps n'existe pas, il y a des mondes parallèles. Et il peut arriver qu'une partie de votre âme se réincarne dans un autre corps, ailleurs sur la planète Terre, ou des fois peut-être proche de vous. Donc, ça arrive que la personne va raconter quelque chose qu'elle a déjà vécu, comme par exemple dans ce cas-ci, qui était un cas du docteur Stevenson, où Penny a raconté une vie passée avec Alice, et pendant qu'elle racontait sa vie passée avec Alice, elle a raconté une autre vie où elle était Charles. Et quand elle était Charles, Charles était vivant en même temps que elle, mais ailleurs, dans un autre pays. Et c'est ce qu'on appelle des âmes scindées. C'est pas le même concept que les âmes sœurs. Vous savez, les fameuses flammes jumelles, notre amour, c'est pas ce concept-là. C'est un concept qui est le suivant, c'est qu'avant de s'incarner, on veut vivre plein d'expériences. Et il arrive des fois qu'on est très gourmand et qu'une seule vie, c'est pas suffisant par rapport à tout ce qu'on veut explorer. Donc c'est comme si on se divisait en 2 ou 3 corps physiques, mais que c'est la même âme qui évolue. Donc je ne sais pas si vous connaissiez ce concept, mais ça explique le fait que des fois des gens reviennent sur Terre en même temps que des vies passées, où ils se croisent 5 ans, 6 ans, 10 ans sur la vie au complet. Donc je trouvais que c'était un concept très intéressant à partager avec vous. On va aller au prochain. À partager avec vous pour conclure notre journée. En sachant que, puis là c'est quand même une métaphore intéressante, mais ça c'est un de mes clients. Ben, pas la photo, hein, mais... C'était une vie scindée. Et une vie scindée, vraiment, on n'aurait jamais imaginé. Bûcheron en même temps que danseur. Et vraiment, qui aurait imaginé, hein? Oh, c'est tellement différent l'un et l'autre. Mais c'est justement parce que ces choix de vie-là, c'est pour vivre le plus d'expériences possible. Le plus d'expériences possible. Alors, on a déjà fait un tour intéressant de beaucoup de choses. Donc, on va maintenant passer des micros. Donc, je ne sais pas, 2 personnes qui vont passer des micros. Je vais vous inviter à poser des questions, les gens qui ont des questions. Donc, vous levez la main et puis on vient vers vous pour vous passer le micro, puis je vais répondre à votre question. Alors, qui aurait des questions? Ça peut être un commentaire aussi, hein? Ça ne serait peut-être pas une question, mais vous avez peut-être un commentaire. Merci Isabelle. Merci à toi. J'ai une question, je vais la formuler de manière différente. Pourquoi on oublie nos vies intérieures ou pourquoi on ne s'en souvient pas? Oui, alors c'est une très 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 bonne question. La majorité des gens ne se souviennent pas de leur vie passée. Et il y a plusieurs raisons pour ça. La première raison, c'est que si on se souvenait de tout ce qu'on avait fait, et parce qu'on a tous tué des gens, il ne faut pas penser que c'est que le voisin qui a fait ça, là. Donc, si demain matin, on se souvenait de toutes les atrocités qu'on a faites, certains d'entre vous ne seriez pas capables de vivre avec ça, ou vous vous sentiriez coupable le restant de votre vie. Donc, il y a une question d'être capable d'assumer ce qu'on a fait. Donc, quand on est capable d'assumer, les informations reviennent. Et la personne récupère la mémoire, et elle récupère ce qu'elle a déjà vécu. Donc ça, c'est une raison. Ce n'est pas la seule raison, mais c'est une raison. Après, des fois, on ne se souvient pas de ses vies passées parce qu'on aurait peut-être de la difficulté à accepter qu'on a choisi un amoureux ou une amoureuse avec qui ça va être l'enfer. À venir, je parle. Parce qu'on fait des choix pour rééquilibrer des choses déjà vécues. Il y en a combien d'entre vous qui aimeraient, si on leur disait aujourd'hui que vous allez passer 2 années de votre vie très difficiles?
pas grand monde. Donc, des fois, c'est pour se protéger des choix et des décisions qu'on a pris basées sur ce qu'on a déjà vécu. Donc, soit ce qu'on a déjà vécu est trop lourd à porter dans le passé, ou soit ce qui s'en vient risque d'être difficile, et des fois, c'est mieux de ne pas tout savoir d'avance pour être capable de bien le vivre. Personnellement, donc je vais aller dans ton sens, personnellement, je me dis qu'on devrait tous savoir ce qu'on a déjà vécu, mais qu'on est prêt. Encore une fois, parce qu'il faut l'assumer. Et puis, c'est pas toujours facile à assumer. Mais si on est prêt à l'assumer, pourquoi est-ce qu'on s'empêche de savoir tout ça? Mais c'est parce qu'il faut se poser des questions. Si on ne veut pas apprendre quelque chose, bon, on ne l'apprendra pas. Donc, nos vies passées, l'expérience est disponible. Toutes les personnes que j'ai nommées au début font de l'hypnose, les psychiatres, les psychologues. Moi, j'enseigne l'hypnose déjà depuis 40 ans, donc ça fait déjà pas mal d'années. Et quand la personne est prête, l'information revient. Et moi, je trouve que c'est bien que l'information revienne, tout simplement pour libérer des choses du passé qui seraient souvent des blocages aujourd'hui. Maintenant, ça ne veut pas dire parce que je connais ma vie passée que ça a résolu mon quotidien. Parce que notre quotidien est aussi la conséquence des choix qu'on a faits par rapport à aujourd'hui. Mais ça peut nous aider à mieux vivre notre vie, à mieux comprendre pourquoi on a rencontré quelqu'un, à savoir pourquoi on aime une personne plutôt qu'une autre. Donc c'est une bonne chose de se souvenir de nos vies passées. En tout cas, personnellement, je trouve que c'est une bonne chose de s'en souvenir. Et c'est pour ça que je vous invite, si ce n'est pas déjà fait pour vous, peut-être à vous dire « Ah, j'aimerais ça vivre une régression à un moment donné ». Pas uniquement pour de la curiosité, parce qu'on ne veut pas tous savoir que vous avez été Napoléon, là. Et vous avez tous été Nefertiti. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Il y en a eu juste un. Mais on a des attentes aussi quand on fait des vies passées. Donc, habituellement, on part d'une intention. Donc, mon intention est de comprendre mon travail. Mon intention est de comprendre ma relation. Je désire un enfant, j'aimerais savoir cet enfant qui s'en vient, si on a déjà vécu ensemble avant et quoi. Et on peut aussi, j'en ai pas encore parlé, mais ramener des souvenirs par rapport aux animaux qu'on a déjà eus dans des vies passées, parce que les animaux, on continue à en croiser quelques-uns aussi dans nos vies actuelles. Des fois, on se donne rendez-vous aussi, parce qu'on les aime. Parce qu'on les aime. Ouais. Donc, c'était une excellente question. Quelqu'un d'autre? Bonjour, merci beaucoup pour la conférence. Si à partir du moment où la personne passe de l'autre côté, elle a pleinement conscience de la souffrance qu'elle a pu causer, oui. Par exemple un dictateur, un serial killer, quelqu'un d'abusif, oui. Et que du coup on est en connaissance de ça, la plupart du temps elle choisit de faire un acte de réparation. Oui. Ma question c'est, depuis que l'humanité existe, pourquoi est-ce qu'on n'a pas tous choisi cette réparation au point qu'il y ait une harmonie plutôt générale partout? Oui. Et la double question, c'est si quelqu'un, par exemple, a été très violent ou un dictateur dans sa vie, est-ce que c'est possible, avec cette pleine conscience, de quand même se dire, puisque c'est son propre jugement, je vais continuer dans la lancée de ce que j'ai fait? Alors, c'est aussi une très très bonne question. Chaque être humain a une conscience. Et notre conscience du bien et du mal varie d'une personne à l'autre. Et si je quitte la Terre en étant content d'avoir tué plein de monde, quand je vais aller au Conseil des sages, de l'autre côté, faire un bilan de ma vie, je vais être dans l'amour qu'on n'a pas nécessairement sur Terre et je vais comprendre que j'ai fait des choses qui, dans l'apprentissage pour lesquelles on revient sur Terre, n'ont pas été dans le sens que ce que mon âme aurait voulu pour moi. Mais je peux faire le choix, pour le pouvoir, pour l'argent, pour toutes sortes de choses, de rester dans l'environnement de la Terre et de continuer à vivre dans la destruction. Et je suis convaincue, vous connaissez tous au moins une personne qui irait dans cette catégorie. Il y a des âmes qui dévoluent, les anges déchus, au lieu d'évoluer. Mais c'est aussi leur choix d'aller dans l'ombre ou la noirceur au lieu d'aller dans la lumière.
On a chacun une évolution à faire et le but, l'objectif pour la majorité d'entre nous, c'est d'évoluer, de devenir une meilleure personne, d'avoir plus d'amour, de générosité, de compassion pour nous, l'amour de soi, mais aussi pour les autres. Mais il y a des âmes qui apprécient sur Terre abuser des autres, qui apprécient d'être sur Terre et faire mal parce qu'ils en retrouvent des avantages, du prestige, de l'argent et du pouvoir. Et c'est difficile des fois de se débarrasser de ça. Quand on y a goûté et quand notre âme aime ce genre de choses-là. Donc l'idée, c'est qu'un jour, éventuellement, dans l'éternité, toutes les âmes retourneront dans la lumière. Mais d'ici là, sur Terre en tout cas, on n'est pas encore rendu à 50-50. Voilà, je me permets de poser une question un peu complémentaire. Du coup, ces personnes-là, même si elles n'en sont pas conscientes, est-ce qu'elles ne participent pas à une harmonisation aussi en jouant ce rôle-là de l'ombre face à peut-être une autre lumière et peut-être permettre à des personnes en face de poser leurs limites, voilà, toutes les choses qu'on a face à des gens qui peuvent être sombres à l'intérieur? Complètement. Donc il y a des gens qui jouent le rôle d'être sombres, mais qui ne le sont pas dans leur nature, parce qu'ils acceptent par amour et par compassion pour quelqu'un de leur faire vivre quelque chose qui va les aider. Je pense par exemple à une de mes clientes, elle dans cette vie-ci, elle est handicapée, elle est dans une chaise roulante, elle est très fortement handicapée. Et quand on a fait une régression dans une vie passée, parce qu'elle voulait comprendre pourquoi elle avait choisi ça, en fait, elle n'a pas choisi d'être handicapée parce qu'elle avait un karma à régler, mais elle a choisi d'être handicapée pour que son père et sa mère développent de l'amour inconditionnel pour un être vivant. Donc, elle a souffert, elle a accepté d'avoir une vie pour elle plus demandante, mais par amour pour l'autre. Et des fois, un petit peu comme l'histoire de l'homme que j'ai raconté tout à l'heure, qui a fait beaucoup souffrir cette femme dans cette vie-ci, mais en fait, c'était pour qu'elle apprenne à s'en libérer. Et s'il ne l'avait pas fait mal, elle n'aurait jamais accepté de le libérer. Donc, il avait accepté ce rôle-là. Il l'aimait, dans une autre vie, c'était son mari, il l'aimait infiniment. Mais dans cette vie-ci, il a joué un rôle de méchant. Mais c'était pour qu'elle se libère de lui. Donc oui, il y a des âmes qui ont plein d'amour et qui vont accepter par amour, parce que l'autre en a besoin, de jouer un rôle particulier. Et en même temps, il y a des âmes noires, ça existe, qui là, c'est pas par amour, c'est vraiment pour faire mal et pour blesser. Et ça existe encore sur Terre, oui. La Terre est, certains vont dire un purgatoire ou un enfer, ça dépend comment vous voyez les choses, mais la Terre est dans un processus évolutif et il y a des âmes qui sont plus évoluées que d'autres, mais tout le monde éventuellement ira dans la lumière. Un jour. On garde l'espoir, hein? On garde l'espoir. Quelqu'un d'autre? Oui, il y aurait ici. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'avais une question sur, on a parlé beaucoup de vie antérieure, parce que c'est le thème de la soirée. Oui. Et qu'en est-il de nos vies futures? Est-ce que l'hypnose permet de visualiser nos prochaines vies? Oui. Alors, j'ai développé une approche qui s'appelle l'hypnose transtemporelle. Et je l'ai appelée transtemporelle pour un jeu de mots avec trans. Mais le mot trans, c'est de dire faire le pont et le lien. Et j'ai appelé ça temporel parce qu'on va dans le passé, dans l'entre-deux-vie et dans le futur. Donc oui, on peut, avec l'hypnose transtemporelle, se projeter dans nos futurs possibles, aller vérifier qu'est-ce qu'on se prépare, si ça nous convient ou non, vérifier qu'est-ce qu'on doit ramener avec nous où on en est dans notre changement, parce qu'on peut générer des changements au besoin. Et un petit peu comme en physique quantique aujourd'hui, se promener dans le futur et ramener notre moi du futur à aujourd'hui. Ouais. Il y a des belles choses qu'on peut faire, des très très belles choses qu'on fait. Absolument. Il y a au fond complètement. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Moi, je me posais une question par rapport au cycle des réincarnations. Oui. Quelquefois, ce cycle est présenté comme une espèce de prison, c'est-à-dire que
un cycle infini duquel on ne sort pas. Et tout à l'heure, tu parlais du concept de vieilles âmes, d'âmes plus jeunes. Oui. Autrement dit, on peut peut-être imaginer qu'à un moment donné, ce cycle prend fin, ou en tout cas, si on a fait beaucoup d'expériences, et si en même temps on a peut-être tout réparé en termes de karma, de se dire, bon voilà, moi j'ai fini un petit peu mon tour, et puis je laisse la place un peu aux autres, et se dire, je décide, enfin mon âme décide de ne plus se réincarner. Est-ce qu'on est libre de ce choix-là ou pas? Alors là, on parlerait de la Terre, parce qu'on peut se réincarner dans d'autres mondes ou sur d'autres planètes. Donc là, ça fait, j'élargis, ou encore plus. Hein? Mais on parle de la Terre. Donc, est-ce qu'à un moment donné, je peux, moi, dire, j'ai plus envie de revenir sur Terre? Bien sûr. Mais entre le moment où on prend la décision et le moment où on vit nos vies en conséquence pour libérer tous nos karmas, ça peut prendre 7 ou 8 vies. Ça ne veut pas dire que ce sera tout de suite. Maintenant, ça peut être tout de suite. Si on libère, si on retourne dans nos vies passées, si on fait un travail intérieur, il y a des grands maîtres spirituels qui font faire ce travail-là à leurs disciples. Retourner dans des vies passées pour libérer, mais dans le but de ne pas garder ces mémoires-là, pour enfin pouvoir être libéré. Donc complètement, c'est dans une belle démarche spirituelle de dire, je vais évoluer. Parce que dans l'évolution, après la Terre, il y a d'autres lieux où l'âme va, qui sont plus évolués ou plus avancés que ce que nous, on peut vivre sur Terre. Donc, idéalement, un jour, on quitte la Terre. Ceci étant dit, Dolores Cannon, vous vous souvenez de Dolores, lorsqu'elle a fait beaucoup, des milliers de régressions, elle s'est rendue compte que entre les années 60 et 90, avant son décès, elle est morte, quand même, c'est assez récent, elle a remarqué qu'il y a des êtres qui choisissaient de revenir sur Terre, pas parce qu'ils avaient des dettes ou du karma ou quoi que ce soit, mais pour aider les êtres d'aujourd'hui à passer le cap, d'aller vers autre chose dans des meilleures énergies. Donc on peut décider de revenir sur Terre, pas nécessairement parce qu'on a des choses à régler, mais par amour pour les êtres vivants. Mais là, c'est autre chose. Ça devient un choix. Et un choix d'entraide, d'amour. Et il y en a pas mal de ces êtres-là aujourd'hui qui sont avec nous, qui n'ont pas nécessairement des grosses choses à régler dans leur vie. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de challenge. Hein. On a tous des défis. Hein. Même les êtres très évolués. Hein. Il y a des anges sur Terre. Des fois, vous en rencontrez et vous dites « Oh, t'es mon ange ». Ah, c'est peut-être parce que c'est vrai. Hein. Ça existe aussi, des anges sur Terre. Donc oui, on peut très bien dire « Je vais terminer et libérer pour que mon âme fasse son cheminement évolutif vers d'autres mondes et je ne reviendrai pas sur Terre quand on a tout libéré, ou on peut rester sur Terre pour aider d'autres. Et l'évolution, elle continue après la Terre. On a d'autres choses à vivre aussi ailleurs. Ouais. Donc, belle progression. Belle progression. Alors, peut-être une dernière... Il y a quelqu'un là-bas. En haut. Parfait. Une dernière question ou... Bonsoir. Bonsoir. Ma question, justement, elle est liée à la précédente. Oui. À partir du moment où notre âme, elle ne se réincarne plus, où est-ce que l'on va et qu'est-ce que l'on fait? Et une deuxième question, ce serait combien est-ce qu'on a de guides? De guides. Lorsqu'on s'incarne sur Terre, chacun d'entre nous, on a attitré un guide ou un être qui est comme un enseignant. Donc, comme si on allait à l'école, on a un enseignant. Cet enseignant-là habite un, des fois deux, mais au moins un. Cet enseignant-là, c'est quelqu'un qui habituellement reste avec nous tout le temps de notre vie. Mais il arrive que quand on vit des périodes spécifiques, que d'autres guides ou d'autres enseignants viennent s'ajouter pour nous enseigner des choses particulières. Donc, on a un guide, on va dire plus régulier, si tu préfères, mais on peut avoir des guides temporaires qui viennent ou qui s'en vont selon les expériences de vie qu'on a. Ces guides-là, très souvent, ce sont soit des membres de notre famille qu'on a connus dans des vies passées, avec qui on a été très proches et qui sont un peu plus avancés que nous,
ou des enseignants spirituels, des guides, qui ont eux aussi évolué encore plus et qui sont là spécifiquement pour aider chaque personne qui est là. Et on les retrouve après. On les retrouve après puisque c'est des enseignants pour eux, pour nous. Ils sont des enseignants pour nous. Maintenant, où on va après, ça va dépendre de la vie qu'on a eue. Donc, je n'ai pas de réponse absolue à ta question. Si j'ai encore des choses à régler, je reviens sur Terre. Si je n'ai pas de choses à régler sur Terre, je peux évoluer vers d'autres mondes, vers d'autres planètes. Mais pour expérimenter d'autres choses, pour redevenir dans l'unité et dans le un, puisque comme vous savez, on est tous un à un certain niveau de la conscience. Donc, il y a des mondes évolutifs. Dans les religions, on donne des noms à ces lieux-là, mais je n'irai pas là-dedans aujourd'hui. C'est des noms. Après, c'est toi, selon ton évolution, qui fera un choix d'où tu veux aller. Ouais. Donc, on avance, on chemine. Alors là-dessus, merci à vous tous. Je vous souhaite qu'il y ait des belles connaissances qui reviennent pour vous quand vous allez être prêts à les comprendre et à les assumer. Donc, bonne soirée à vous tous. Je vais laisser la parole à Nadia pour conclure. Je vais juste vous dire merci pour votre intérêt. Merci d'être venus nombreux. On ne pensait pas avoir un buzz comme ça. Donc, c'est très encourageant parce que c'est pas mon travail d'organiser ce genre de choses. Mais je le fais parce que je pense que ça peut aider les gens à ouvrir un peu, à s'ouvrir à plein de choses et puis à évoluer. Donc, c'est possible que si tout se passe bien, qu'on puisse faire revenir Isabelle peut-être d'ici 2 ans. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Nadia. Merci beaucoup. Alors, bonne soirée à vous tous. Si vous voulez, sur le net, si vous faites une recherche avec mon nom, il y a plusieurs conférences que je donne qui sont disponibles gratuitement sur le net. Donc, si c'est des sujets qui vous intéressent, je vous invite à aller faire vos petites recherches et à découvrir plein d'autres choses. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée.